David Assouline, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons parler du parti, du dépôt des motions et du congrès qui se prépare. Nous allons parler de la situation économique et des perspectives. Et nous allons parler de cette vague de critiques à gauche et à droite qui tombe sur le président. Et on va commencer par là, si vous voulez bien. Les socialistes n'ont manifestement pas le moral. Est-ce que celui qui est le porte-parole du Parti socialiste a le moral ce matin ? Bien sûr, j'ai le moral parce qu'on sait qu'on est engagé dans une bataille, et d'ailleurs les socialistes aussi. Je ne sais pas d'où on sort qu'ils n'ont pas le moral. Les Français en général font une rentrée avec des difficultés gigantesques. On savait qu'il y avait ces difficultés, mais le fait que les derniers indicateurs économiques montrent qu'à très court terme, il n'y aura pas d'embellie, accroît les inquiétudes. Mais moi, hier, j'étais à une fête de la Rose à Marseille. Il y avait des centaines de militants très remontés, mobilisés, parce que il voit que de toute façon, tous les jours, le gouvernement travaille dans le sens qu'il avait annoncé, c'est-à-dire affronter les difficultés, mais dans ses décisions, la justice. L'école, l'emploi, ce sont indéniablement des domaines où le gouvernement avance vite et fait ce qu'il avait dit. Mais enfin, il ne vous a pas échappé, David Assouline, que la rentrée se fait sous le signe de ce qu'on appelle le Hollande bashing. Et tous les news magazines qui titrent sur François Hollande, je vais vous donner le plus indulgent. Est-ce qu'ils sont à niveau ? Alors je vous pose la question, est-ce qu'ils sont à niveau ? Je vais aussi vous dire quand même ce que je pense de ce que l'on appelle le Hollande bashing. C'est pas le point de vue des Français. D'ailleurs, on va parler peut-être de ce qu'exprime le sondage du JDD ce matin. Mais le fait, à quelques mois, dans une rentrée, alors que le gouvernement commence à travailler, d'être à ce point dans des titres relativement agressifs et si catégoriques de défiance envers le président de la République, ne m'étonne pas de certains magazines, puisqu'ils ont toujours montré leur inclinaison à droite. Et puis, il y a cette tendance à vouloir faire choc parce que en ce moment, c'est certainement ce qui fait vendre. Mais je comprends, moi, que les Français, en cette rentrée, sont dans beaucoup d'interrogations. Mais ce qu'exprime, par exemple, le sondage du JDD ce matin, c'est que ils ont pris conscience, peut-être comme jamais, de la difficulté et de la crise, de l'ampleur de la crise. Et ce qu'ils veulent du politique et ce qu'ils veulent du Parti socialiste, c'est qu'il soit dans un volontarisme absolu, qu'il fasse tout ce qu'il peut. Mais ils considèrent que cette difficulté fait qu'on ne peut pas tout faire en 3 mois, en 100 jours. Il y a un mandat de 5 ans, nous serons jugés à ce moment-là. Et d'ailleurs, je vois que plus de 80% des électeurs socialistes, c'est-à-dire de gauche, ont une confiance dans ce que fait le gouvernement et sont plutôt satisfaits des réformes qui sont engagées. Donc ça, c'est la réalité. Ensuite, la petite ambiance et la petite musique que ces magazines ont créée, d'ailleurs, va prendre en compte probablement bientôt que l'opinion ne suit pas dans ce type de verdict presque a posteriori. Jonathan Zixou. L'un des sondages du JDD, c'est justement 78% des Français interrogés qui se disent favorables à un changement dans la ligne politique de François Hollande compte tenu de la crise. Est-ce que ça veut dire que face pourtant à certains messages de fermeté, je pense notamment à la taxation de 75% des plus hauts revenus, Pierre Moscovici, le ministre des Finances, tout comme le chef de l'État, ont dit que cette mesure sera, quoi qu'il arrive, appliquée. Ce sondage du JDD, précisément, montre qu'on peut être un peu plus flexible, néanmoins, compte tenu de la situation. Vous voyez comment on peut interpréter vraiment les sondages, parce que ce n'est pas ce que vous dites qu'il y a dans le sondage. Dans le sondage, il y a de l'indulgence des Français. Si le gouvernement n'appliquait pas les engagements, 78% seraient indulgents. C'est quand même pas la même chose que de dire qu'ils veulent une inflexion de la politique du gouvernement, et en plus sur la question de la taxation à 75%, parce que
très franchement, il n'y a pas beaucoup de Français aujourd'hui qui seraient taxés à 75% au-delà d'1 million de revenus annuels. Donc remettons les choses en place. Il y a de l'indulgence et c'est exactement ce que je vous disais. Ils savent que ce n'est pas en 100 jours qu'on transforme le pays, qu'on le redresse, quand pendant 10 ans il a été abaissé à ce point. Et puis, il y a le sujet que vous évoquez. C'est un engagement, au contraire, probablement assez symbolique, assez phare de la campagne de François Hollande, parce qu'il venait montrer une rupture avec ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy. En gros, Nicolas Sarkozy est arrivé avec une idéologie, on sait pour qui il gouverne, avec le bouclier fiscal. Dès le début, il a donné, il a exonéré ceux qui avaient déjà tout d'impôts qu'il devait à la nation. Il y a eu une crise derrière. Il aurait pu changer, lui. Il aurait pu dire, dans un moment où il faut faire attention à l'endettement de la France, au moment où il va y avoir de telles difficultés, on va arrêter de distribuer ce type de cadeaux. Bien, il s'est entêté jusqu'au bout de son mandat. Ça, c'est l'idéologie. Et ce que nous avons dit et ce que le président de la République fera, et ça a été affirmé nettement par Pierre Moscovici, c'est que au-delà d'1 million, c'est pas sur le million, sur le premier million, au-delà d'1 million, il y aura une taxation à 75% sur les revenus. Et ça touche très peu de Français, mais c'est une mesure de justice sociale qui venait répondre aux faits. Il faut se rappeler du débat que les Français en avaient assez des rémunérations abusives. On a dit dans le secteur public, l'État peut agir. Et donc on fera une échelle entre 1 et 20, il y a des discussions et on a ajusté pour faire que quand même il y ait une échelle des salaires admissible, juste, en tous les cas normale. Dans le privé, on n'a pas de moyens d'action. Parce que c'est le privé, parce que c'est la libre entreprise. Et donc, la façon de donner une indication pour l'État, c'était cette taxation. Ça avait, et ça a pour but de lutter contre les rémunérations abusives. Et rien d'autre. Et donc, cette mesure s'appliquera. Oui. Mais alors, concernant le domaine privé précisément, on sait depuis hier que la quatrième fortune mondiale, c'est un Français, Bernard Arnault, le patron d'LVMH, est en train c'est officiel désormais, de tenter d'acquérir la nationalité belge. Il dément dans un premier temps tout exil fiscal, mais il souhaite devenir belge vraisemblablement pour d'autres raisons personnelles. Plusieurs réactions depuis cette annonce. François Fillon, hier, a déclaré que c'était le résultat, je cite, un résultat effrayant des décisions stupides du gouvernement. Le PC a, lui, déclaré que c'était une lâche trahison. Et puis, il y a même eu Jean-Pierre Chevènement qui, lui, craint que les élites ne soient plus en France. Est-ce que vous aussi, vous craignez une fuite des richesses au moment où la France en cherche précisément des richesses? Non, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je sais la responsabilité des patrons de nos grandes entreprises qui sont engagés dans cette bataille pour le redressement. Il y a des désaccords, il y a des négociations. Le gouvernement, d'ailleurs, incite et encourage les partenaires sur la base d'un document qui a été remis la semaine dernière où l'ensemble des questions de l'emploi, de la sécurisation des parcours professionnels, etc. va être évoqué. Et puis, il y a cette annonce d'hier. Elle est très symbolique parce que on dit Bernard Arnault veut la nationalité belge, donc la double nationalité. On suppose que c'est un exil fiscal. Lui-même fait un démenti relativement complet sur le fait que ce n'est pas pour des raisons fiscales et qu'il gardera sa résidence fiscale en France. Mais comme ses justifications sur la raison évoquée pour demander cette nationalité semblent pas convaincantes, la polémique continue. Mais c'est quoi cette polémique ? C'est d'abord l'UMP qui instrumentalise, qui nie même les raisons et le démenti de Bernard Arnault. Pour dire quoi ? Pour dire on les comprend, ceux qui feraient ça. Disant même que ça ferait tache d'huile, presque se satisfaisant qu'il pourrait y avoir une tache d'huile. C'est un encouragement. Enfin, un parti républicain, aujourd'hui, peut comprendre, peut ne pas critiquer, ne pas argumenter, ne pas même appeler à ne pas faire ce genre d'acte d'incivisme, de manque de patriotisme économique. Comment les Français qui étaient surtaxés sous Nicolas Sarkozy, couche populaire, classe moyenne, pendant qu'on distribuait aux riches,
pensaient, eux, à partir de ce pays, pouvaient même envisager de partir de ce pays. Et puis ceux qui seraient dans des grandes responsabilités, parce que c'est des grandes responsabilités, qu'on soit politique ou qu'on soit patron d'entreprise, avec des rémunérations qui ne sont pas minimes. Enfin, là, le million, au-dessus du million qui serait taxé, il s'agit de rémunération. Il ne s'agit pas du patrimoine. On parle là d'une fortune où il s'agit de plus de 40 milliards de fortune. Plusieurs vies tranquilles, avec sa famille, ses amis, comme on veut pour vivre. Et on dit aujourd'hui au pays qu'il faut absolument se mobiliser, faire des efforts. Ceux qui n'ont rien savent, disent, comprennent, regardez ce sondage de ce matin, qu'il faut faire des efforts. Et puis, d'autres diraient, moi je vais partir. Alors je crois que... il n'a pas encore dit qu'il allait partir. Mais enfin, attendez, à l'évidence, puisque vous accusez le coup, c'est un mauvais coup pour le gouvernement. Non, pas du tout, pas du tout. Je ne pense pas qu'il a dit qu'il veut partir. Je suis en train de vous dire l'inverse. Je suis en train de vous dire que lui a démenti. Sauf que l'UMP, dans le cas de figure où de tels cas s'avéreraient vrais, c'est-à-dire d'exil, comprend. Le message hier de M. Fillon, c'est « je comprends ». Or, je pense aujourd'hui que tous les partis qui ont en charge, à un moment donné, ou briguent la charge de la nation, ne doivent pas comprendre ce type de comportement. Au moment où on demande ce civisme et cette responsabilité à tous les Français face à la crise. David Assouline, François Hollande est ce soir sur la une. Est-ce qu'il faut s'attendre à un virage à 180 degrés? Est-ce qu'on va découvrir un autre Hollande? Non, les virages à 180 degrés, l'agitation, c'était Nicolas Sarkozy. François Hollande a dit qu'il mettrait et met le cap sur ces 60 propositions pour changer la France en profondeur, redresser notre pays, qu'il a 5 ans pour le faire. Il faut, et c'est ce qu'il imprime depuis cette rentrée, et je pense que ce soir, ce sera probablement au cœur de son intervention, le fait de ne pas perdre un jour pour cela. Mais en 100 jours, on ne change pas le pays. Et donc, ce qui est, et qui sera, reconnu bientôt, peut-être qu'on s'était habitué à cette agitation permanente du président de la République et qui faisait foi d'activité. Non, c'est pas parce qu'on parle qu'on fait. Alors, François Hollande veut être dans la maîtrise, dans le calme, dans le cap, dans l'urgence pour tout ce que l'on peut faire tout de suite, mais dans la durée pour la transformation en profondeur de notre pays, pour le changement. Je crois que continuer dans cette voie, et ce soir en particulier, sera apprécié des Français qui ne sont plus impressionnés par l'esbrouf, mais aiment la constance. Alors il y a également ces derniers temps au sein du gouvernement ce que la presse en tout cas relève comme des couacs, qu'il s'agit du choix de la banque Lazare pour être consulté sur le montage de la banque publique d'investissement. Responsabilité que Arnaud Montebourg renvoie en tout cas à Pierre Moscovici, son ministre de tutelle. Il y a également Aurélie Filippetti qui, par voie de presse interposée, fait une guerre vraisemblablement à Jérôme Cahuzac ou l'inverse. Tout cela, ça fait un peu désordre, non? Est-ce que le Premier ministre ne devrait pas un peu rappeler ses troupes et rappeler un peu plus de solidarité gouvernementale, surtout en ce moment? Je crois que le Premier ministre a, à plusieurs reprises et de façon assez nette, montré quelle était l'attitude et les positions du gouvernement quand il y avait de tels sons de cloche différents ou couac, mais c'est quoi un couac sur l'affaire? Dissonance peut-être. Oui, voilà, et c'est aussi un ensemble de ministres qui viennent aux affaires. La gauche n'a pas gouverné depuis 10 ans. Ils sont jeunes, souvent, ou dans une première expérience gouvernementale, et ils font très bien les choses. Nous, on a pu remarquer
au Sénat, notamment dans les auditions, mais tous mes collègues me disaient pareil, y compris à l'Assemblée nationale, que, vous savez, quand un gouvernement est mis en place, on auditionne les ministres dans chaque commission pour connaître un petit peu tout ce qui va nous être proposé et fait. Et on avait été impressionné par le talent, la compétence de tous ces ministres, et en particulier de ceux qui étaient moins connus. Et puis il y a donc les cas concrets que vous évoquez, qu'on peut monter en épingle des choses tout à fait normales. Sur le choix de la Banque Lazare, il y a eu un appel d'offres, il y a eu 4 candidatures. Il y a une candidature qui, sur les 4 critères principaux pour choisir, est arrivée en tête, et ça a été choisi. Il y aurait eu problème si, justement, le gouvernement avait suivi un avis contraire de cette procédure tout à fait normale et transparente. Donc voilà, vous savez, la Banque Lazare, elle vient de pas de naître, hein. Et M. Pigasse n'était pas né quand déjà c'était à elle qu'on faisait appel dans les années 20 pour sauver la France dans cette grande crise économique qui a frappé le monde. Et voilà, donc après qu'il y ait une dissonance ici ou là, c'est mieux quand ça n'a pas lieu. Parce qu'il faut beaucoup dans cette situation difficile de visibilité, de clarté. Et dans ce monde médiatique, dès qu'il y a une petite dissonance, ça prend des proportions beaucoup plus importantes qu'il y a 10 ou 20 ans. Il faut tenir compte de ce monde-là qui a bougé. Donc, plus de maîtrise probablement, mais je crois que les ministres travaillent bien. Alors, on va parler du Parti socialiste, du dépôt des motions et du congrès qui se prépare, puisque ça va vous occuper pour les prochains jours. Il y a un certain nombre de figures du Parti socialiste qui prennent position pour les uns ou les autres. Manuel Valls vient de se prononcer pour Harlem Désir, après bien d'autres. Vous allez rester, vous êtes porte-parole du Parti socialiste, Ben oui. Vous allez rester neutre ou vous allez coller à la position qui sera celle de Martine Aubry? Moi, je suis porte-parole du Parti socialiste, donc je ne vais pas m'exprimer sur un choix, même si je pense des choses comme tout le monde, mais je ne vais pas m'exprimer sur un choix avant la décision, qui est une décision collective. Martine Aubry, aujourd'hui, veut laisser le parti dans de bonnes mains et sur de bons rails. Alors les bons rails, c'est bien parti, puisqu'il y a eu une motion de grand rassemblement qui développe dans son orientation les principaux choix que nous avons fait déjà ensemble, puisque le projet était voté à l'unanimité, sur lequel s'est appuyé François Hollande pour aller devant les Français. Donc il n'y a pas aujourd'hui de différence idéologique importante. Toutes les nuances du Parti socialiste veulent la réussite de ces engagements. Donc nous sommes ensemble. Et puis poursuivre, au-delà du rassemblement, la rénovation qui a été engagée, qui est importante, pas seulement pour le Parti socialiste, mais la rénovation des pratiques politiques et de la vie démocratique. Donc c'est 2 axes. Troisième, c'est surtout rester un parti capteur de ce qui se passe dans la société, propositionnel. Les choses vont vite, il y a des choses certainement qu'on ne pouvait pas prévoir dans la campagne électorale, dans les propositions aux Français, auxquelles nous allons devoir répondre, et les nouvelles attentes de nos concitoyens. Donc rester en lien avec la société, les intellectuels, les chercheurs, les créateurs, les associations, le mouvement syndical, les citoyens. Donc c'est un rôle très important que va avoir le Parti socialiste, et je crois que nous sommes tous rassemblés. Donc maintenant, il faut choisir celui qui va conduire notre formation. Il y a 2 candidatures. Martine Aubry discute avec Jean-Marc Ayrault. Elle discute avec les animateurs de cette motion, qui sont nombreux, et notamment, vous en avez évoqué un, il y a Manuel Valls, il y a Vincent Peillon, Pierre Moscovici. Ce sont des nuances, des sensibilités, Laurent Fabius, qui sont des nuances ou des sensibilités qui existent dans notre parti. Et puis, maintenant, on ne va pas attendre plus de 3 jours pour connaître le nom, et je pense que celui qui sera choisi sera probablement celui qui, après ces discussions et ces consultations, rassemble plus et est considéré par les uns et les autres comme étant celui non seulement qui rassemble plus, mais qui
poursuit cette œuvre de rénovation. Mais vous comprenez tout de même les critiques qu'on a pu entendre ces derniers temps au sein même du PS sur le mode précisément de désignation. Le PS avait donné un exemple vraiment de démocratie participative pour les primaires à la présidentielle. Là, on passe tout de même, avant que ça passe devant les militants, avant que la motion passe devant les militants, il y a ce mode de désignation. Martine Aubry, pour faire simple, choisit elle-même son successeur. Je viens de vous expliquer. Oui, vous l'avez. Autre chose. Mais est-ce que vous comprenez que, que ces voix critiquent tout de même un petit peu ce mode de désignation? Je comprends ceux qui sont dans une critique parce qu'ils ne voient pas très bien les changements dans le processus de désignation par rapport à avant et qui sont amenés à s'interroger. Je ne comprends pas ceux qui, de façon très abusive, par le Corée du Nord, etc. D'abord, cette tendance à la banalisation. Corée du Nord, dictature, on ne peut pas parler aujourd'hui au Parti Socialiste, il y a des milliers de réunions dans toutes les sections avec 21 contributions au débat. Il faut venir dans une section, dans ma section dans le 20e arrondissement, il y a eu 14 présentations de contributions à un vrai débat, tout le monde était heureux. Derrière, on entend Corée du Nord. Bon, c'est pas bien pour la lutte même pour la démocratie en Corée du Nord, parce que c'est autre chose. Et puis c'est une caricature de la réalité du Parti socialiste. Non, le Parti socialiste a initié les primaires, il n'y a pas de retour en arrière. Il y a justement, en décidant des primaires, nous avons externalisé le choix personnel du candidat à la présidentielle, parce qu'il y en avait assez que dans les débats internes du Parti socialiste, ce ne soit pas forcément les orientations qui prédominent, mais les choix personnels ou les choix futurs que l'on ferait. On appelait ça les écuries, on nous moquait sur les écuries. On a même dit que c'est à cause de cela qu'au Congrès de Reims, il y a eu une telle division. Aujourd'hui, le changement, c'est quoi ? C'est qu'en externalisant cela, on a voulu que pour ce qui est du Parti socialiste, où seuls les militants votent, ils se sont dépossédés d'un droit, mais là, ils ont seuls le droit, parce que c'est leur formation. Ce soit l'orientation et la personnalité qui conduit le parti soient liées dans un même vote. Et de tout temps, il n'y a pas eu de vote pour déterminer qui sont les premiers signataires des motions et des orientations. Même la dernière fois, même au Congrès de Reims, il y avait un candidat par orientation ou par motion au choix. Et on n'a pas dit, mais comment ils ont fait dans chaque motion pour désigner ou Bertrand Delanoë est premier signataire, ou Ségolène Royal, ou Martine Aubry, ou Benoît Hamon. Voilà. Aujourd'hui, c'est quoi le changement ? C'est qu'on voit bien, mais ça a été souvent le cas dans le Parti socialiste, plus souvent le cas, on voit bien que cette grande motion de rassemblement a toutes les chances d'être majoritaire. Et donc a toutes les chances d'avoir son premier signataire, premier secrétaire. Mais ce sont les militants qui vont choisir. Il n'y a pas d'interdiction de présenter une autre motion ou d'autres candidats, et il y aura d'autres candidats et d'autres motions, j'en suis certain. Alors, est-ce que vous excluez totalement l'idée, parce qu'il y a eu des bruits dans ce sens, je m'excuse, que à la fin des fins, Martine Aubry reste quand même ? Parce que je vous ai entendu parler de 2 candidats. Oui, aujourd'hui, il y a 2 candidats dans cette même motion de rassemblement, Jean-Christophe Cambadélis et Harlem Désir. Et je crois que Martine Aubry a été claire. Je pense qu'il y a 3 mois, certains pouvaient s'interroger, je peux le comprendre, mais elle avait déjà dit qu'elle souhaitait partir si c'était dans de bonnes mains et sur de bons rails, parce qu'elle ne voulait pas que soit, disons, annulé ou abîmé le travail qui a permis la victoire, et que pour l'exercice du pouvoir, il fallait les mêmes ressorts mobilisés de façon importante que ceux qui ont permis la victoire. Et donc, là, aujourd'hui, elle dit le chemin est pris, je vais m'en aller, les choses vont bien se passer, il reste cette décision. Je ne vois pas ce qui peut changer son point de vue. Je voudrais revenir sur un chiffre là aussi très engageant pour le gouvernement. C'est 91% des Français qui avaient été interrogés en fin de semaine se disent favorables au cours de morale laïque que Vincent Payon a annoncé en cette rentrée scolaire. 91% de soutien, c'est plutôt formidable pour une telle proposition. Comment vous interprétez un tel soutien populaire sur une question si précise? Vous avez dénoncé d'ailleurs très fortement les propos de Luc Châtel sur cette morale laïque.
Enfin, très fortement, j'ai trouvé dérisoire, désolant ce qu'avait dit M. Châtel. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris, mais et en plus, bon, il parlait de Pétain. M. Copé disait les gauchistes reviennent. Entre Pétain et les gauchistes, il faudrait qu'ils se mettent d'accord. Enfin, c'était un peu dérisoire par rapport à, justement, la force d'une telle proposition, la symbolique d'une telle proposition, l'adhésion à une telle proposition que vous venez d'évoquer, et le fait qu'elle a surtout pour but de rassembler. Pourquoi c'est si populaire? Parce que dans ce moment de crise et de grandes difficultés, il y a une conscience assez aiguë de tout le monde qu'à l'école, il se joue beaucoup de choses. Pas seulement la formation de nos jeunes pour demain, parce qu'il faudra repartir la France et on aura besoin de l'excellence. Mais pour le lien social, pour le vivre ensemble, pour les valeurs que nous portons et qui sont au cœur de la République. C'est un rempart, la République, dans une telle situation. C'est un rempart de valeurs, c'est un rempart de liens sociaux, de contrats sociaux. Et quand il dit la morale laïque, il vient balayer tous les vieux débats sur l'ordre moral qu'on devrait enseigner, les bonnes mœurs, ce qui se fait, ce qui se fait pas dans ses choix individuels. Non, c'est pas de cette morale dont il parle. Il parle de la morale qui fait que chaque enfant respecte l'autre, individuellement et collectivement, discute, apprécie, entend ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui peut lui permettre, avec l'école, de faire un choix libre en grandissant et en étant citoyen, pour pouvoir aussi s'extraire de sa propre condition, faire son choix. Et on n'est pas assigné à résidence ni communautaire ni religieuse. Et donc cet enseignement, qui doit bien sûr être évalué, ou sinon c'est pas enseigné dans notre système. Chaque fois qu'on a dit il faut enseigner ça et puis qu'il n'y a pas eu d'évaluation, il n'y avait pas d'enseignement. Qui enseigne ça? Qui enseigne la morale laïque? C'est l'objet d'une mission là qu'a demandé Vincent Payon, qui n'est pas une mission comme ça isolée, ça va être on va prendre l'avis des professeurs, des parents, mais aussi des experts, de tous ceux qui sont intéressés par ce débat, un peu plus intéressant que le débat sur l'identité nationale. Là, nous sommes au cœur de ce qu'est la France, de son patrimoine républicain. Et puis, on va voir. Moi j'ai des idées, d'autres en ont. Ce que je sais, c'est qu'il faut quand même un enseignement qui prenne en compte non seulement les valeurs, les idées que portent ces valeurs, mais aussi les choses très concrètes, l'apprentissage du vivre ensemble dans l'enceinte scolaire, dans le quartier, des choses qui parlent de façon quotidienne pour les enfants. Franchement, c'est une nécessité parce que nous regardons partout en Europe où il y a ces crises qui s'approfondissent, le lien social qui se délite et puis des valeurs qui se perdent et des idéologies qui montent, qu'elles soient religieuses extrémistes ou qu'elles soient d'extrême droite. C'est la même chose. C'est la tentation toujours présente quand il y a des difficultés de chercher des boucs émissaires et d'être dans le populisme, dans la démagogie. Alors, il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on évoque quand même l'actualité internationale. Oui. D'un mot sur la Syrie et sur l'Iran. Je sais que c'est pas facile de dire ça en 1 minute pour chacun de ces sujets. D'abord, sur la Syrie, vous aviez dit avant l'été que vous étiez favorable à un gouvernement de transition. Aujourd'hui, la répression s'est considérablement accrue. Vous êtes sur la même ligne ? Et comment peut-on être sur une autre ligne? Il faut absolument un gouvernement qui rassemble tous ceux qui veulent une autre Syrie. Et là, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a des grandes divergences là-dessus. Le problème, c'est cette activité très importante
qui n'a pas besoin de s'étaler tous les jours. J'entends à la droite des fois dire bah, Sarkozy, il sautait dans un avion. Ouais, alors la diplomatie, c'est sauter dans des avions. On a vu comment François Hollande reçoit, comment Laurent Fabius est en pointe, comment il a présidé le Conseil de sécurité, les mots clairs et nets, sans ambiguïté, qui sont employés pour lever le blocage essentiel dans cette histoire. C'est la Russie et c'est la Chine. Quand je lis des reportages dans la presse, que je vois comment cet assassin bombarde son propre peuple avec des avions, avec des obus, mais que ces obus, on peut les renouveler tous les jours pour tuer ce peuple, parce qu'il y a des livraisons de la Russie. Ou sinon ce ne serait pas possible. C'est aussi simple que cela. Donc il faut arriver à faire comprendre à ces pays que ça n'est pas possible pour et la stabilité internationale et pour les valeurs qu'on défend. Je veux juste en 5 secondes dire, vous imaginez s'il y avait plus de démocratie et de liberté d'expression en Russie, puisqu'on voit que même les chanteuses sont poursuivis. Peut-être comment tout est lié, peut-être qu'on ne pourrait pas se permettre de soutenir une telle dictature, parce que l'opinion n'accepterait pas. Imaginez en France, si la France faisait ça, il y aurait une opinion publique qui se mobiliserait. Donc c'est important que cette pression continue à s'exercer, que la raison l'emporte, mais il n'y a pas de solution magique, en l'occurrence, et la diplomatie, c'est pas de l'esbrouf. Alors, les pressions, vous dites, sur l'Iran, tout le monde dit les pressions, les sanctions, accroître les sanctions, s'il s'avérait que ça ne servait à rien et qu'Israël intervenait, est-ce que le gouvernement français condamnerait ? Écoutez, franchement, je ne vais pas rentrer dans cette... Je ne suis pas... On y est. Oui, non, je ne suis pas le porte-parole d'abord du gouvernement sur des choses en plus aussi délicates. Hein. Il y a un parti socialiste, il y a un gouvernement qui agit avec l'ensemble des éléments qu'il a en main. Moi, je crois aujourd'hui que la solution reste la solution des pressions accrues. Il faudra prendre acte à chaque étape de l'évolution, de l'aggravation de la situation, notamment voulue par l'Iran, qui n'obtempère pas. Et ce que je sais, c'est que la France est au rendez-vous pour dire ce n'est pas possible que l'Iran continue un programme pour avoir l'arme atomique. C'est inadmissible pour la France, on le sait pour les États-Unis. Voilà. Et puis... vous m'interrogerez si une autre situation est devant nous, mais je ne veux pas l'envisager. Je reste optimiste parce que, très franchement, si une telle hypothèse venait, je pense que ce serait très grave pour l'ensemble du monde, pour eux. Merci David Assouline, porte-parole du Parti socialiste, qui est invité ce matin.